Arrogant pour les uns, brillant pour les autres, Yann Moix a la réputation d'être un sniper des mots. Mais avant de porter des coups, il en a d'abord reçu. Dans son dernier roman, il dresse l'inventaire glaçant d'années de tabassage et d'humiliation infligés par son père kiné et sa mère secrétaire. Des faits que le père de Yann Moix, que nous avons contacté, conteste, même s'il reconnaît certaines corrections musclées. D'autres proches de l'écrivain ont eux confirmé l'ampleur de la maltraitance. Le fait de faire tomber un yaourt par terre pouvait me faire passer une nuit dehors. Le fait de faire peur... À quel âge ? Je sais pas, 6 ans, 5 ans, 6 ans. De faire une bêtise, par exemple, j'avais été sonné chez tous les voisins, à la sonnette de tous les voisins dans mon immeuble. Bon, ça, c'était des sanctions punies, par exemple, par des coups de fil électrique, des rallonges électriques. Ça, c'est la chose que j'ai le plus reçue, ce sont des coups de rallonge électrique. J'étais en pyjama, en général, quand je les recevais. C'est une chose assez spéciale. C'est-à-dire qu'au moment où vous recevez le coup, vous ne sentez strictement rien. Rien du tout. Pendant 2 secondes. Et ensuite, au bout de 2-3 secondes, il y a comme une sorte de fraîcheur intense, comme si vous étiez recouvert de menthe. Et ensuite, ça brûle. Ça brûle très très longtemps. Ça brûle, ça reste, quoi, ça s'imprègne. C'était des choses qui étaient toujours dans la disproportion. Ma mère me poursuivait dans la cuisine avec des couteaux de boucher, par exemple. Mais pourquoi ? Ça, je ne peux pas vous le dire. En vous disant quoi ? Je vais te tuer, mon plus beau jour sera quand je serai devant ta tombe, mon plus beau rêve est ton décès, vivement que tu meurs, etc., etc. Et j'ai gardé jusqu'à l'âge de 36-37 ans, la particularité bizarre qu'à chaque fois que quelqu'un faisait un mouvement brusque à côté de moi, j'essaie toujours de me protéger le visage avec les bras, les coudes. Ça, c'est un réflexe que j'ai gardé jusqu'à très très tard. Vous savez aujourd'hui où cette violence a trouvé son origine ? Est-ce que vous avez compris d'où venait cette violence ? Je pense que mon père lui-même avait dû subir des violences qu'il a répétées, ce qui n'est pas du tout le cas de ma mère. Ma mère était un peu comme une collabo, c'est-à-dire qu'elle informait régulièrement la commande en tour des exactions que je pouvais commettre. Et comme c'était toujours très amplifié, ça j'ai souvenir qu'une erreur, une faute, une bêtise que je faisais était au téléphone amplifiée jusqu'à ce que l'autorité paternelle devienne fou de colère de la bêtise commise. Et quand j'entendais le bruit du portail et les phares de la voiture clignoter derrière les volets, j'attendais d'être débarrassé de l'obligatoire correction que j'allais recevoir. Et puis il y a des choses plus étranges, c'est les raclés sans la moindre raison. Vous êtes au petit déjeuner, tranquillement, et là au petit déjeuner, on renverse toute la table et vous faites cogner comme un cambrioleur, à coups de pied, de poing. Vous venez de vous faire casser la gueule, et vous êtes en interro de maths à faire des trucs sur les espaces vectoriels, les mains tremblantes, et point. Dans cet inventaire qui semble ne plus finir, il y a ce que je considère être un climax. C'est votre père qui a une forme de scatologie quand même. Il y a une punition par l'excrément, oui, qui, à mon avis, doit venir du fait que lui-même devait se considérer, excusez-moi d'être aussi prosaïque, comme de la merde. Et donc, sa descendance doit être considérée, à mon avis, comme souillable et comme souillée. Et il est vrai que jusqu'à l'âge de 15-16 ans, quand je rentrais chez moi, 15-16 ans, j'étais quand même en 4e, 3e, j'avais des bonnes notes, je lisais beaucoup, je commençais à être un peu un intellectuel. Eh bien, l'intellectuel qui vous parle, se vidait complètement de sa matière en rentrant chez lui. Il fallait bien que je trouve une solution pour dissimuler mon méfait. Donc j'ai essayé de trouver des cachettes. Et les cachettes étaient toujours trouvées. Et là, je me faisais refrapper ou re-humilier. J'étais barbouillé avec mes excréments, avec mes caleçons, quoi. Totalement barbouillé. Ou bien, et ça je le dis dans le livre, ou bien un soir, j'ai retrouvé dans mon assiette mes excréments, en fait. Un soir où
jeune fille qui me plaisait était invitée avec ses parents. Et personne ne réagit autour de la table? Pas plus que ça, non. Pas plus que ça. Dans mon souvenir, il y a eu un moment peut-être d'étonnement, de gêne, et puis la soirée a continué. C'est pas des gens qui se sont dit on ne voit plus jamais ces malades. Personne, à un moment, n'a compris la maltraitance dont vous faisiez l'objet Non, et a essayé personne. de... Tout le monde est dans le déni le plus total. Mais parce que la situation, je crois, était considérée comme étant la norme. Avec une époque très étrange, celle des années 70, où lorsque vous allez à la piscine, par exemple, et que votre dos est lacéré, les profs, les maîtres le voient. Et personne ne dit rien. J'ai souvenir notamment d'une professeure de mathématiques. Elle passe près de moi, j'avais le visage tuméfié. Elle dit « Ah oui », parce qu'on devait faire signer les copies de maths pour les parents. Ça s'est pas bien passé hier. Enfin, elle faisait allusion au fait que la note que j'avais eue m'avait fait avoir ce visage tuméfié, et tout allait bien. Vous avez rompu aujourd'hui avec vos parents? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai arrêté de les voir parce que je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'allais les voir, accompagné de ma petite amie du moment, je me séparais de la petite amie quelques jours ou quelques semaines plus tard. C'est-à-dire qu'en allant sur le chemin, j'étais pas sympathique, là-bas j'étais méchant, et en revenant, en général, j'étais quitté. Il se passait là-bas quelque chose, j'étais méchant. Très très méchant. Dans les mots, je précise. Dans les mots, et effectivement, là-bas c'est un réacteur à... Toutes les particules étaient encore en place. Vous dites que lors des ruptures, vous souhaitez à chaque fois la mort de vos parents parce que vous les tenez responsables. Oui, ça je pense qu'à chaque fois que je me fais quitter, c'est de leur faute. J'ai remarqué que la position physique que je choisissais quand j'étais en état de rupture sentimentale était la même que celle qui suivait les coups de fil électrique, de rallonge de fil électrique. C'est une position physique par terre, recroquevillée, avec les mêmes hurlements, les mêmes pleurs, les mêmes hurlements. C'est exactement la même chose. Et je sens... Vous hurlez? Oui, je hurle. Mais longtemps, la rupture était la seule manière que j'avais trouvée pour me martyriser moi-même. J'aurais pu me scarifier, je l'ai pas fait. J'aurais pu me droguer, je l'ai jamais fait. J'aurais pu tomber dans l'alcool, je ne l'ai pas fait. Je suis tombé dans la rupture sentimentale, si vous voulez. Ma manière de me martyriser est celle-là. Et j'ai mis très très longtemps, jusqu'à l'âge de près de 40 ans, en commençant une analyse, à comprendre que tout ce que j'avais vécu n'était pas normal. Ça m'a pris 40 ans quand même. Qu'est-ce que ça a détruit chez vous? Tout. Ah, ça a absolument tout détruit. Vous allez peut-être pas me croire, mais c'est la dévaluation perpétuelle intellectuelle. Oui, on a du mal à vous croire parce que vous avez une image plutôt d'arrogance même. Aucune estime de moi, zéro. À chaque fois que je vais quelque part, je pense être la personne à la fois la plus laide et la moins intelligente de l'endroit où je me trouve. Et les succès, les prix, la reconnaissance, les ventes? Ça prend pas en fait. Ça n'imprime pas. Vous avez retourné la violence que vous avez reçue à un moment contre d'autres? Non, contre moi. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, par exemple, lors de scènes de ménage, par exemple, il m'est arrivé d'avoir voulu gifler la femme avec qui j'étais. Eh bien, je me suis moi-même couvert de gifles. C'est moi que je frappe. Je me fous des gifles. Voilà, c'est moi que je frappe. Ça se retourne contre moi. Vous faites un lien entre certaines formes d'agressivité que vous pouvez avoir, notamment en télé, et les coups que vous avez reçus? Il est possible qu'effectivement, ça ressorte à ce moment-là. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Je sais que je suis quelqu'un à fleur de peau, qui peut être très agressif. En fait, je suis caractériel. Caractériel. C'est-à-dire qu'un moindre petit truc, et je m'en vais. Où je provoque un scandale sur n'importe quoi. Est-ce que vos provocations, c'est pas une manière aussi finalement de recevoir des coups, et d'être détesté? C'est tout à fait possible. Vous imaginez que vos parents lisent votre livre? Ah, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais vous savez, mes parents... Vous l'avez écrit pour ça, pour qu'ils le lisent? Non. Pas du tout.
Mais vous savez, ils m'ont toujours interdit d'écrire, ils ont toujours déchiré, sabordé, brûlé tous mes manuscrits, mes bandes dessinées, mes pièces de théâtre depuis toujours. C'était un crime. Écrire, c'était un crime. Et je vois, le jour du concours du premier roman, remis à Blois, mes parents hilars dans la salle, venant recevoir finalement des lauriers d'un type dont tout d'un coup ils ont été extrêmement fiers et faire dans le révisionnisme le plus total, en considérant que j'avais toujours été à la Sartre, dans les mots, le petit génie qu'on avait encouragé à être publié un jour, alors qu'en fait, c'était le résultat précis de tout ce qui m'avait empêché de faire depuis que j'étais sur Terre, écrire. À aucun moment où ils n'ont verbalisé la violence et la maltraitance qu'ils vous ont fait subir? Vous avez réussi à parler de ça avec eux? J'ai tenté à plusieurs reprises, déni total. C'est comme si le foyer familial, parfois, était une sorte de trou noir qui aspire toute la lumière, toute l'intelligence, toute la logique, toute l'éducation, toute la civilisation, et que ces mêmes personnes, une fois sorties de chez elles, à la fois les enfants battus et les parents qui battent, reprennent une vie normale, mais ils sont peut-être... Je dis pas ça pour excuser quiconque, bien sûr, mais c'est comme un aveuglement. Comme si à l'intérieur, on ne voyait pas ce qu'on faisait. Vous avez envie, à un moment, d'accorder votre pardon aux parents? Non, mais ça n'a aucun sens, en fait. Aucun sens. Je considère qu'il n'existe plus. J'en suis plus là, en fait. Ça m'intéresse plus tellement. Je souhaite pas leur mort, étant donné qu'ils n'existent plus. Ils vivent dans un livre à seule condition que le lecteur puisse se faire frapper par eux. Ce soit maintenant le lecteur qui se fasse frapper et plus moi. Je passe le relais, si vous voulez. C'est pas très sympathique, mais le lecteur, lui, peut refermer le livre, il peut arrêter à tout moment. Il ne devrait pas avoir l'impression de pleurnicher, là. Je suis content de faire cette émission avec vous, cette interview avec vous, parce que à l'heure où on parle, il y a des enfants, là, à l'heure où on parle, qui viennent de se faire massacrés par leur père, alcoolique ou pas, parce que ça peut être aussi un informaticien catégorie professionnelle supérieure qui frappe son enfant. Votre père était kinésithérapeute. On peut frapper ses enfants dans tous les milieux sociaux, à tout moment, et c'est vraiment... Pour moi, hein, on a tous une sorte de hiérarchie des gravités. Pour moi, la chose la plus grave sur la Terre, c'est pas les guerres, hein. C'est les violences commises sur les enfants. Sexuelles, physiques, psychologiques. Pour moi, la chose la plus grave sur la Terre, c'est quand un adulte s'en prend à un enfant.